Bienvenue à ce premier concours virtuel de la Grande Menterie en Nouvelle-France dans le cadre des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Eh bien, c'est quoi un concours de menterie, ceux qui se demandent, parce qu'il y a peut-être des nouveaux parmi vous qui se sont jamais fait mentir en pleine face? Eh bien, un concours de menterie, il va y avoir 5 concurrents qui vont vous raconter une histoire. C'est un récit de vie exagéré à la première personne. Donc, il faut qu'ils soient dans l'histoire s'ils veulent bien suivre les règles. Ils ont entre 6 et 8 minutes vous raconter une histoire et vous convaincre de leur menterie. On sait que c'est une menterie. Mais vous allez voter pour la personne que vous avez préférée. Et vous marquez son nom dans les commentaires en bas. Suivez les règles, c'est facile. Et la personne va gagner ce trophée-là. C'est pas beau, ça? Alors, en grande première, bienvenue et faites place au concours de la Grande Menterie en Nouvelle-France. Comment ça va, les beaux, vous autres? Hey, je vous dis que je suis pas mal contente d'avoir la possibilité de vous jaser ça aujourd'hui. Vous rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est quittés, moi je m'en allais avec mon beau croque-mort fêter mes fiançailles. Il m'avait dit « Je t'emmène passer quelques jours au Lac-Cident. Tu vas voir, c'est tellement beau, t'en reviendras pas. » C'est lui qui est pas revenu, finalement. Il a attrapé une espèce de maladie. Un genre de chat pogné dans la gorge qui se met à gonfler, jusqu'à temps qu'il t'étouffe ben raide. Puis qu'il y a que poil qui te sorte de la bouche. On l'a surnommé la Grande Étouffe. Fait que, je suis revenue toute seule avec ses bagages puis ma grosse peine. C'est fou comment les bagages d'un homme, c'est pas lourd, hein? Mais la peine d'une femme, par contre, ça... Hey, quand je suis arrivée à notre maison, je la voyais plus. Le tas de cadavres qu'il y avait en face, toi. Et puis, il était tout là, à se tenir la gorge, de même avec que poil qui lui sortait de la bouche. Il n'y avait pas de doute. Eux autres aussi, ils étaient morts de la Grande Étouffe. Hey, je sais pas comment... Feu, mon mari, le croque-mort, aurait géré ça. Même, sur le coup, j'y en ai un peu voulu d'être mort. Me semble que c'est pas trop exigé le principe de base du cordonnier mal chaussé quand tu gères des morts dans vie comme travail, toi, tu meurs pas, tu sais. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains, son tablier, la charrette à bœufs. Puis j'ai commencé à trier les morts, un par un, à les mettre dans une fosse au bout de la butte, à leur choisir un linceul sur le sens du monde, une petite prière, une petite pierre, puis on passe à l'autre. Mais là, avec l'église qui a fermé, le cimetière pas tout à fait encore dégelé, puis tout le monde qui se cache chez eux à cause de la Grande Étouffe, je vous dis que mon tas de morts puis moi, on s'est sentis isolés pas mal vite. J'ai réalisé que je pouvais pas gérer ça toute seule. Ça fait que... Mais vous autres, là, les encore vivants, je m'en vais vous montrer comment vous gérez tout seul une fois mort. En plus, vous allez voir, c'est un peu divertissant. Bon, première étape, être malade. Bon, vous êtes contaminé, bravo! Mais avant que le mal soit trop intense, là, c'est important de choisir sa couleur de linceul. Bon, puis calculer que ça va être un peu plus pâle une fois trépassé. Après ça, tu pratiques tes faces figées. Tu sais, là, la face que tu vas avoir pour l'éternité. Fais attention, pratique-toi bien, parce qu'une crampe, là, ça va pas bien pour jaser au ciel avec les autres trépassés. Bon. Après ça, tu figes ta coiffure, puis assure-toi de préparer un pain à tous les jours. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui va se rendre compte de ton absence, il va pouvoir dater ton décès. Bon. Ah oui, si tu veux écrire ou dessiner tes dernières volontés, t'as beau, hein? Mais si t'es le dernier à crever de ta lignée, tu seras pas ben avancé. Alors, t'as mieux de dessiner des arcs-en-ciel, ça va être mieux, ça va être plus divertissant.
Si jamais tu veux un libéra, tu sais, là, la petite chanson là, qui transfère les vivants vers les morts dans la paix, là, ben, je te conseille d'investir les sous qui te restent dans un perroquet qui chante pas trop faux. Bon, là, ta coiffure est choisie, ta face figée est choisie, ton perroquet est accordé, ton pain est fait, tu vas pas crever chevaux, tu sais? Ben non, tu vas prendre ta charrette à bœufs, la mienne ou ben donc celle d'un autre trépassé, puis tu vas la monter jusqu'en haut de la butte. Là, attention, pousse pas. S'il y en a d'autres qui avaient été infectés en même temps que toi, là, mourir dans l'ordre, ça se fait dans la dignité. T'attends ton tour. Bon, quand ton heure est arrivée, tu t'installes dans la charrette à bœufs, puis tu te laisses dévaler la butte en imaginant tout ce qui a été beau, tout ce qui a goûté bon, tout ce qui t'a fait des bonnes sensations, en revoyant tous les moments où t'as aimé, où t'as été aimé. Bon, si jamais tu manques d'inspiration, inquiète-toi pas, j'ai installé des panneaux tout le long de la descente avec des phrases inspirantes du genre « T'en fais pas, t'es rendu dans le versant descendant de l'arc-en-ciel, ça va bien aller !» Bon, là, t'es en train de finir de dévaler dans ta charrette à bœufs. Juste au moment où tu vas pousser ton dernier souffle parce que le chat il est en train de prendre trop de place dans ton gorgoton, ben tu t'élances dans un petit espace laissé vacant dans la fosse. Puis là, t'es parti pour de bon. Hey, toi qui as été tout seul pendant les 2 derniers mois, là, je te dis, là, te v'là coller les uns sur les autres pour l'éternité. C'est pas beau, ça? En plus, t'as dérangé personne, puis t'es parti avec toute la dignité qu'on peut espérer. Mais le plus important, t'as été autonome. Je sais que vous êtes dans une période où on vous demande de faire plein d'affaires par vous-même. Mais celle-là, je vous promets, c'est la dernière. Parole de Marie-Louise, santé. Hey, cette journée-là, j'étais à la taverne avec mon ami Télésphore, et puis on avait faim un peu, à force de boire de même. Puis on a demandé au cuistot s'il y avait de quoi manger. Il venait juste de mettre son tablier, il devait être en train de cuisiner quelque chose. Puis il a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que le gars qui chasse pour lui, ben, il n'était pas revenu. Il a dit, on va y aller, nous autres, chasser quelque chose, pas de problème, prête-nous tes chiens de chasse. Fait qu'il dit ça, prêter ses chiens de chasse, puis on est parti Télésphore, puis moi, dans le bois. Puis on a marché, marche. On a prêté ses chiens de chasse, fait qu'on est parti comme ça, on marche dans le bois, et puis on s'est rendu loin, là, on est rendu que dans le milieu du bois. Ça, c'est plus loin que tu peux aller dans le bois, parce qu'après ça, tu sors du bois. Et là, Télésphore m'a demandé, hey, Hubert, comment on va faire pour savoir c'est qui a attrapé de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a chacun un chien de chasse, là. Serait plaisant de savoir qui c'est qui est le meilleur chasseur entre nous deux. Il fait, ben, c'est vrai, ça. Comment on va faire pour différencier nos chiens de chasse? C'est vrai, pas penser à ça. Une idée. J'ai sorti mon couteau. Puis là, j'ai coupé l'oreille à un des chiens. Inquiétez-vous pas, là. C'est juste une histoire. Et puis là, ben, les 2 chiens sont partis dans le bois. Wouf. Moi, je me suis dit, puis j'ai dit à Télésphore, comme ça, c'est facile, il y en a un qui a 2 euros, l'autre qui a un oreille. Parce que pluriel d'oreille, des oraux, comme, tu sais, des exposés oraux, même chose. Eh bien, là, quand ils sont revenus comme ça, celui qui avait encore ses 2 oraux, il s'est arraché une des 2 oreilles dans des branches pleines d'épines. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a ressorti mon couteau. J'ai dit, bien ça, couper l'oreille à un des chiens. Comme ça, il y en avait un qui avait une oreille, puis l'autre qui n'avait pas d'oraux. Tu vois, j'ai conjugué la patente. Et puis là, les 2 chiens partent, wouf, encore une fois, pour l'ambiance de l'affaire. Et là, celui qui avait encore son oreille, il se l'est arraché dans un autre buisson. Et puis là, on les a appelés longtemps parce que, tu sais, il n'y avait plus d'oraux, fait que c'était long avant qu'ils nous entendent. Mais là, on fait quoi? Ils n'ont plus d'oraux ni un ni l'autre. C'est vrai, ça. Il a repris mon couteau et coupé la queue à un des chiens. Il fait de l'aise facile, il y en a un qui n'a pas d'oraux, pas de queue, puis l'autre qui n'a pas d'oraux, une queue. Fait que là, les 2 chiens sont partis, wouf. Et là, on a attendu un bout avec rien. Mais là, quand ils sont revenus, celui qui avait encore sa queue, il s'est décoincé entre 2 roches. Il s'est arraché la queue à la même place que l'autre, en arrière. Mais là, on fait quoi? C'est bien beau. Regardez ce qui restait de chien. Il faut bien qu'il en reste jusqu'à la fin de l'histoire.
C'est vrai. Je regarde avec mon couteau, je peux pas couper le museau, il y en a besoin de sentir le derrière de l'autre. Je peux pas couper la langue, il y en a besoin de faire. C'est là que j'ai une idée. J'ai rangé mon couteau et mis ça dans ma poche, j'ai dit à Télésphore, regarde bien ça. À partir de maintenant, toi tu vas prendre le chien blanc, moi je vais prendre le chien brun. C'est ça qui est arrivé. Quand on est revenu avec ce qui restait de chien de cette partie de chasse-là, le cuisinier nous a congédiés. Ouais. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai piqué son tapis. J'ai encore là. Puis je me suis ouvert ma propre auberge. C'est moi le cuisinier à cette heure, puis c'est moi qui décide. Bon, là, ça me prend encore des chasseurs. Fait que ça va me prendre quelqu'un de vous autres, ça c'est clair, ça. Et puis pour pas qu'arrive la même affaire qui est arrivée la dernière fois, ben tu sais quoi? Je vais vous prêter mes chiens de chasse. J'ai 2 nouveaux chiens de chasse. Mais inquiétez-vous pas, là, pour pas qu'arrive la même affaire, j'ai les prix de la même couleur. Salut! Moi, c'est Télésphore Joly. Mais je pense que vous me connaissez parce que Hubert, il a parlé de moi tantôt. Ou en tout cas, j'ai entendu dire qu'il avait parlé de moi, que je suis un excellent chasseur. Ça, vous le savez tout, hein? Ben oui, je suis connu, moi, dans la colonie comme excellent chasseur. Même que je vous dirais que c'est arrivé, là, il y a 2 ans, il y a un homme qui a frappé à ma porte. Ça, c'est un Richard. C'est pas son prénom, Richard, là. C'est son état. Ça veut dire qu'il est riche. C'est ça que ça veut dire. C'est un banquier. Il voulait m'engager pour les guider, lui et ses 2 autres amis, Richard, un politicien et un avocat, c'est ça, pour qu'ils aillent chasser. Que moi, j'étais tellement bon que je pourrais les guider pour les aider à frapper, parce qu'ils ne connaissent rien là-dedans. Il avait tout l'équipement neuf, les beaux fusils et tout, mais il a besoin d'aide. Fait que j'ai signé un contrat avec le banquier, comme quoi j'allais être garde-chasse puis guide. Puis quand je suis arrivé sur place, le contrat ne tenait plus. Là, il fallait que je fasse la nourriture, il fallait que je porte le stock, il fallait tout que je fasse. Ça arrive des fois, hein? Tu signes un contrat, tu arrives sur place, c'est plus ça. En tout cas, je vais passer là-dessus. Puis là, ben, comme je n'étais pas de bonne humeur, le premier jour, pour me venger, je les ai amenés d'une swamp, d'une place où je savais qu'ils ne frapperaient rien. Puis là, le soir, quand ils sont revenus, ils chiolaient, les 3 Richards, après moi. Ils disaient, on n'a rien frappé là. C'est pas de ma faute, moi. Vous parliez tout le temps. C'est pas bon pour la chasse. 2e jour, je les ai amenés dans une autre place où je savais qu'ils ne pognaient rien. Puis quand on est revenu le soir, puis ça chiolait encore. Pas de ma faute, moi. Vous fumiez à la pipe tout du long. Là, ce soir-là, ils se sont pomponnés, ils sont allés se laver à la rivière, puis le 3e jour, je les ai amenés dans une autre place. C'était en même swamp, mais je passais par un autre chemin. Puis là, ils n'ont rien frappé. Puis quand on est revenu, hey, là, ça va faire. Ben, c'est pas de ma faute, vous êtes allés vous laver, puis vous sentiez à guedoune. Les animaux, ils sentent ça. Puis là, histoire de ne pas me faire tirer une balle entre tes 2 yeux, le 4e jour, je les ai emmenés dans un trou à perdrix. Puis là, j'ai fait lever une perdrix. Vous savez, c'est lever une perdrix, vous avez peut-être déjà fait ça. Une perdrix, c'est niaiseux. C'est sûr que c'est camouflé. Puis là, quand t'arrives trop proche, je suis caché. Oh non, il y a quelqu'un! Puis là, ça lève, ça fait un bruit d'enfer. Puis là, tu la vois, tu l'entends. Puis les 3 Richards, quand j'ai fait lever la perdrix, les 3 comme un seul homme, clac! 3 coups de fusil dans la perdrix. 3 coups de fusil d'un oiseau, ça magane son plumage. Mais là, moi qui pensais ramasser ça puis aller faire cuire ça, les 3 Richards qui se lancent, c'est moi de le tuer, non, c'est moi. Puis la chicane pogne, mais le feu s'éteint pas. Il chicane encore 3 heures plus tard dans le campement, on a soupé puis on n'a pas touché à la perdrix puis il s'obstine. Là, je tiens ma vengeance finale. Je dis, messieurs, vous avez tous et toi tiré sur la perdrix. Vous ne pourrez pas départager qui c'est qui l'a tué. Moi, je vous propose une affaire. Allez vous coucher, celui qui aura fait le plus beau rêve, c'est lui qui va avoir l'oiseau. Ils m'ont regardé avec un drôle d'air. Comme de, si tu veux, toi, mais bon, des fois, dans le bois, tu t'arranges avec ce que tu as. Ils sont allés se coucher, ils ont dormi, puis ils ont rêvé. Là, le matin, ils se sont comptés le rêve. Le banquier qui y va en premier, moi, les gars, j'ai rêvé que je trouvais le chaudron d'or, puis j'étais riche. C'est un beau rêve. Le politicien, lui, il dit, non, moi, j'ai rêvé que j'épousais la plus belle des princesses, puis je devenais le roi. Ah, c'était un beau rêve, ça aussi. Là, c'était l'avocat qui parlait en dernier. L'avocat, il fait, hey, c'est drôle, les gars, un hasard. Moi, j'ai rêvé que je trouvais le chaudron d'or, puis que j'épousais une princesse.
Un avocat, tu sais. Tu es sûr que t'as rêvé ça? Oh oui. Messieurs, moi, t'es un pauvre cuisinier, là, puis un petit garde-chasse. J'ai fait un rêve, moi aussi, je peux-tu vous le conter? Ah, c'est bien parce que c'est toi qui as eu l'idée. Moi, messieurs, j'ai rêvé que je cuisinais la meilleure des perdrix. Puis ma recette était tellement bonne qu'un matin, il n'y a plus de perdrix. Quoi? T'as mangé à perdrix? Non, non, c'est un rêve. Je pense que j'ai été somnambule, puis là, je les ai vus fouiller dans le coffre, sortir les fusils. Je peux-tu vous dire que je suis parti dans la forêt? Je suis parti dans la forêt, puis j'ai couru, puis j'ai entendu les balles siffler à mes oreilles, mais je m'en suis sorti. C'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai l'air de ça. C'est un camouflage. Oui, dans ce temps-là, je pesais 150 livres, j'ai pris un peu de poids, me suis fait pousser du poil, histoire de me camoufler. Dites-les pas que c'est moi. Et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Tu n'es qu'un âne, tu mériterais, bourreau, que chacun te chante ta fouille. Pourquoi boirions de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Que sur trône tu patrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Grenouilles, sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Retenez ce bon conseil, ne buvez jamais d'eau, un bon vin ça m'avouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Grenouilles, sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
Hey, hey, tu me pognes en plein en train de faire... Hey, absolument rien. Absolument rien. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Il n'y a plus de bateau qui part parce que, je sais pas si tu le savais, moi, mon nom, c'est Joachim Crête, marin. Je suis un marin. Marin marchand. C'est ça que j'ai fait quasiment de toute ma vie. J'ai fait ce que t'as pas été appris ça, toi, dans tes cours à l'école. On appelle ça du commerce triangulaire. OK? Parce que t'as la France, la Nouvelle-France, les Antilles, c'est triangle. Mais ça, c'est ta carte de map-monde, OK? Puis fais des traits. Tu vas voir, ça fait un trait. Mais c'est pas équilatéral, c'est plus scalène. Parce que tu sais, à un moment donné, les Antilles, c'est pas là qu'on donne tout ce temps d'argent. Fait que tu sais, on en profite un peu. C'est scalène, c'est pas équilatéral. Mais, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est... il existe des affaires qui ont perduré dans le temps, puis on sait pas pour qu'est-ce c'est faire, d'où ça vient, comment ça se fait, puis il y a une phrase que tu connais, puis c'est moi, Joachim, qui l'a inventée, puis elle a perduré, ça fait 400 ans que tu as entendu ça. On est en 1644, OK? Et là, tu as le roi, le bon roi Louis. Puis là, choisis ton roi Louis que tu veux. Okay? Chacun a ses préférences du roi Louis. Moi, dans toute l'histoire, mon préféré, c'était Louis XIX. Lui, il était drôle. Il était petit, mais il était drôle. Mais toi, si c'est le 14, prends-y le 14, pas de problème. Mais le bon roi Louis, il dit, au Nouveau Monde, on va envoyer des familles. Il y a des colonisateurs qui vont y aller. Un homme, une femme, puis leurs 6, 7, 12 enfants s'il y en a. On va leur donner des terres, puis s'en va là. Puis il va voir un bateau qui va partir de La Rochelle, puis qui va emmener toute cette famille-là. Puis moi, j'ai été marin là-dessus. À cette époque-là, 1644, je m'embarque. J'étais un jeune mousse d'à peu près 14-15 ans. Puis on part de La Rochelle. C'est parti, le vent dans les voiles. Tout va bien. Puis une traversée, ça a pu durer au maximum, si t'as pas de courant, pas de vent, 3 mois. Si t'es bien chanceux, puis c'est rapide. Le record est 22 jours. Va être franc, là, OK? Va pas exagérer non plus. Nous, ça a été une quarantaine de jours, tu sais. Parce que c'est populaire, la quarantaine. Même à cette époque-là, on est puis une quarantaine de jours. Mais, quand il est arrivé pas loin de 32 jours, OK? Dans la nuit, moi, je me réveille. J'entends... Je remets, j'entends moi te le faire, OK, Là, je me dis, hey, ce chant si mélodieux, si doux à mes oreilles, je fais, hey, c'est sûr, c'est les fameuses sirènes qui vivent dans l'eau, faut que j'aille voir ça. Je débarque de mon petit hamac, monte les 3 marches, j'arrive sur le pont central, il fait noir, il est 2 heures du matin, et je m'en vais à l'avant du bateau, puis dans la pénombre de 2 heures du matin, qui se crée par la lune, il y a comme l'ombrage, un découpage d'une créature laide, monstrueuse, affreuse. À l'époque, on appelait ça le capitaine. Il me voit, il fait « Joachim, qu'est-ce que tu fais là? » Je fais « Capitaine, j'ai entendu des sirènes, c'est mon premier voyage, les familles dorment encore, il n'y a pas de problème, mais moi je veux voir ça. » Il dit « Joachim, c'est pas des sirènes que t'entends, c'est le vent qui rentre dans les voilures, le cordage, le grain à tourner. » Parce que le capitaine, la nuit, il veillait au grain. Le grain, c'est un vent qui peut tourner, changer subitement, puis il peut avoir des avaries. Il dit, Joachim, va attacher tout ce qu'il a attaché. Une tempête qui s'en venait. Un maelstrom du pas de bon sens, des vagues de immenses, géantesques. On s'est fait bardasser, tout ça. Puis quand on s'est levé le lendemain, on était rendu dans le coin des Antilles, les Caraïbes. Le bateau avait été dévié, emporté par le vent, des 1000 nautiques en descendant la côte des Amériques. Et il y avait eu une avarie, on avait sûrement pogné un rocher, quelque chose, de l'eau rentrait. Et il y avait Là, on s'est dit, il y a un problème, on va couler. Capitaine, il y a un trou dans la coque, on est en train de couler. Je sais, Joachim. Non mais... Capitaine, la problématique, c'est que dans l'eau des Caraïbes, présentement, il y a du requin. Si on coule, les requins vont nous manger, ils vont être là. Joachim, trouve une solution. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai cogité, j'ai dit comment c'est faire pour me sortir de ce prétexte-là. Joachim, si on reste en vie,
tu seras récompensé en ton poids en or. Mon poids en or. Je sais pas si tu te dis peut-être 135, 140 livres. Mais non, c'est la caméra qui fait une mauvaise affaire. Moi, c'est 200 livres de poids d'or. Moi, il triche. Je réfléchis, je pense, je cogite, puis je fais... Et je sors la phrase. Je vais te le dire, là, puis tu vas t'en rappeler le restant de ta vie, puis tu la connais. OK? Je suis monté dans la vigie, dans le nid de corbeau, et j'ai crié « Les femmes et les enfants d'abord! » Toutes les femmes et les enfants dans l'eau ont été mangés par les requins. Ils ont été repus, ce qui fait que le capitaine, puis moi, puis l'équipage, on a pu nager jusqu'à la côte, puis il n'y a pas eu de problème avec les requins, il n'y avait plus faim. Puis, mettons, tu dis, si tu restes cette histoire-là, ben, va voir dans les registres de la Nouvelle-France, OK? Regarde, va voir Jacques Lacourcière de Mandy, puis Mandy, Monsieur Lacourcière, en 1644, y a-tu des familles qui sont parties de La Rochelle qui sont venues s'installer ici en Nouvelle-France? Puis il va dire non. Non, parce que toutes les familles ont été mangées. Les femmes et les enfants d'abord. Et les seigneuriales l'année prochaine. À bientôt. Là, quand papa il a fini par se tanner d'avoir honte de moi, puis qu'il a décidé de me chasser de la maison pour de bon, ben, peut-être dans un moment de culpabilité, tu vois, en tout cas, il a décidé de me donner un cadeau. Et il m'a donné un gros rat de porc, là, ce que vous appelez un rat brun. Pas un beau petit rat avec un tinet qui frétille, qui vit dans la voiture, là. Un gros rat avec un œil torve, là. Tu sais, le genre d'affaire qui colle dans ta vie puis qui s'en va jamais. Quand je l'ai eu, j'ai eu comme un frisson. C'est comme si j'avais regardé un miroir pour la première fois de ma vie. Je me reconnaissais dans la bestiole. Elle était belle à voir. Mon père, il m'a regardé, il a dit, ça là, ça va être ton meilleur allié. Parce que pour un bon à rien comme toi, une bestiole qui trouve toujours un moyen de survivre, ça peut t'arranger les affaires plus qu'une fois. Puis j'aurais aimé ça, pouvoir le remercier, me revirer contre lui, lui montrer ma gratitude, mais j'ai pas le temps. Parce que mon père, il avait déjà chargé son coup de pied, qui s'en venait se déposer dans mon derrière. Puis, le temps de le dire, j'ai atterri, en plein milieu de la petite rue pleine de boîtes. J'étais là à terre, à m'agiter comme une truite sortie de l'eau, oui. Puis j'étais sur le point de revenir puis de quémander un peu d'aide. Mais j'ai vu que le rat, lui, il était parti. Il était parti vers le port. Puis comme mon père avait dit que le rat allait monter à survivre, ben moi, je l'ai suivi. Il est arrivé là-bas. Mon père m'avait pas menti. Le rat, il s'est faufilé entre les voleurs, entre les catins, à pas se faire tenter par aucune d'entre elles. J'ai reconnu 2-3 cousines, mais je me suis pas arrêté. Puis grâce à la bestiole, on s'est rendu jusqu'au quai. Puis là, il a monté sur un cordage, puis je l'ai suivi, puis en faisant comme lui, j'ai pu monter à bord d'un navire. Il est rentré directement dans le quille, il a flairé les boîtes. Puis il en a ouvert une, à force de gratter avec ses petites pattes. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des biscuits de marin, qui grouillaient de vie puis de verre. Puis il s'est mis à s'empiffrer. Puis j'ai compris l'affaire, je l'ai suivi. Je me suis mis à bouffer moi aussi. Le rat m'apprenait à me débrouiller. J'avais la bouche pleine, toi. Ça grouillait dans ma gueule. J'avais littéralement un party dans ma bouche, toi. Puis là, tout d'un coup, j'ai senti que quelque chose changeait. Tout est devenu houleux. Des vagues, toi. On partait en voyage. Je l'ai senti aussi parce qu'à ce moment-là, toute la bouffe que j'avais avalée a semblé oublier que mon trou d'aval, c'était un sens unique. Je suis pas faite pour aller sur la mer, ça a l'air. Je me suis retenu à la gerbe à 2 doigts sur la bouche. Ça poussait à la pression en arrière. Ça voulait sortir de là, mais je n'étais pas capable. 3 jours durant, j'ai réussi à le retenir. Soyons honnêtes, je suis quand même fier. Mais au bout de 3 jours, 3 nuits, la pression était trop forte. Pff, ça a éclaté de tous bords, tous côtés. Tellement de vomi d'un coup, toi, que j'ai maigri de 2 poignes. Ça a fait tellement de boucans que ça a attiré le capitaine puis son matou qui ont dévalé l'escalier jusque dans le cale. Quand le rat a vu ça, il m'a montré la porte de sortie. On s'est faufilé derrière eux, on a monté sur le pont. On a entendu le capitaine puis le choc qui nous suivait. Mais mon rat, il n'a pas paniqué. Il m'a emmené en arrière. À la poupe. Puis il a fait semblant de sauter dans l'eau, mais à la dernière seconde, il s'est raccroché avec ses petites pattes. Ses petites pattes, pardon. C'est à la poupe. Moi, j'ai fait pareil. Je suis sauté à côté de lui et je me suis accroché. Le capitaine, il a passé sa tête au-dessus de la poupe, il a regardé, il nous a pas vus. Il a pensé qu'on était morts. Il est retourné vaquer à ses affaires. On était encore vivants. J'étais accroché là, toi, les 2 mains. Au-dessus du vide, au-dessus des flots. J'avais tellement perdu de poids en vomissant, malheureusement, que mes pantalons tenaient plus. Fait que je me suis retrouvé les pantalons aux chevilles. Il y en a bien qui ont l'histoire, qui ont rêvé un jour avec une figure de proue. Ben moi, je peux dire que j'ai été le premier cul de poupe.
Et puis je suis resté accroché de même tout le restant du voyage. 2 semaines. Au bout d'un bout de tes bras fatigues, je pensais que j'allais me lâcher, que j'allais mourir. Mais j'ai observé le rat. Le rat, il m'a montré comment m'adapter. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il repassait sa queue, puis pendant un bout, il s'accrochait avec sa queue. Fait que j'ai appris à faire pareil. 2 semaines. Puis quand on a fini par arriver à bon port, il était temps. Je commençais à être épuisé de tout ce que j'avais d'important. Mes bras, puis tout le reste. Je suis descendu sur le quai avec le rat, puis là, je me suis dit, là, il faut qu'on aille manger, ça presse. Et puis à peine j'avais mis le pied dans le port de Québec, où ça sentait le neuf, puis ça sentait le frais, que tout d'un coup, il y a un soldat qui est arrivé à cavalcade avec son sabre brandi. Il a dit « Halte là, Manan, halte là! » J'ai dit « Ah non, ça y est, on s'est fait pogner parce qu'on est allé illégalement sur un navire. » Fait que je suis tombé à genoux pour quémander sa pitié. Mais le soldat, il m'écoutait pas. Il galopait, il avait brandi son sabre, puis il a donné un grand coup. Un grand coup qui m'a fait un vent fret dans le cou. Je me suis dit « Ça y est, je vais me faire égorger. Ça m'apprendra à voler un transit, toi. » Eh non, il m'avait pas touché. Il avait raté son coup. C'était juste un avertissement, un coup de semence. Puis là, j'ai regardé à mes pieds, puis j'ai vu ce qu'il avait touché. Il avait tué mon rat. Je me suis mis à broyer. Voyons donc, mon rat, toi, l'affaire la plus précieuse, mon allié. Le soldat s'est senti mal. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais, broyer de même? » J'ai dit « Ben ça, c'était mon animal de compagnie. » Il a dit « Qu'est-ce que tu fais, avoir un animal de compagnie de même? On essaie de toutes les éradiquer. On n'a pas en Amérique des rats de porc. On veut pas que ça commence. » J'ai dit « Mais là, c'est ça que mon père m'a donné. » Fait que pour calmer ma tristesse, il m'a donné une souris. Il y avait ça chez son logeur dans son garde-manger. Il l'a pris, il me l'a donné, puis moi je suis parti avec la souris. C'est pas pareil une souris, hein. Un rat c'est débrouillard, c'est combatif, mais une souris, ça zigne puis ça vole, puis c'est tout. Fait qu'à force de zigner puis de voler avec ma souris, ben je me suis fait chasser de Québec à Trois-Rivières. Puis après ça, de Trois-Rivières à Montréal. Puis après ça, ben, de Montréal à ici, Vaudreuil. J'ai passé tout l'hiver dans le bois parce que vous vouliez plus me voir, moi et puis ma foutue attitude de souris. Pire que ça, à la fin de l'hiver, j'ai réalisé que moi et ma souris, on avait hiverné à côté d'un ours. Un ours qui dormait. On l'a réalisé parce qu'à un moment donné, quand la neige a fondu, l'ours a apparu, puis on a eu tellement peur, quand l'ours, il s'est déplié, puis qu'il a ouvert sa grande gueule avec son haleine du matin qui a duré 3 mois. C'était le moment de notre mort. On s'est dit, diantre, après tout ça, on va servir d'en-cas de petit déjeuner à un ours. Mais non. L'ours, tu vois, il nous a même pas mangé, il est parti. Je me suis déverré, j'étais presque insulté. J'étais rendu tellement maigre que le nombril me sortait dans le dos. Pas de surprise que l'ours me disait pas manger. Puis là, j'ai regardé ma souris. Puis tout d'un coup, elle est devenue comme appétissante. Surtout qu'en ayant peur de l'ours, elle avait comme perdu toutes ses poils. Elle était rendue chauve. Ça avait l'air d'une petite croquette de poulet. Fait que je l'ai menée à la bouche. Oui, je l'avoue, c'est moi qui ai mangé la souris chauve. Mais je me sens pas si mal que ça. Parce que depuis ce temps-là, tout le monde est isolé, puis je suis plus le seul fou sur la place. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.